Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Donc, nous allons continuer notre analyse sur le lien entre le quantique et le classique, et on en arrive à la décohérence. Alors, décohérence, nous l'avons déjà vu en long, en large, en profondeur, donc inutile d'entrer trop dans les détails, mais on sait qu'on a un système qui est le système considéré, un objet, une particule, etc., n'importe quoi, et celui-ci est en interaction avec un appareil de mesure et un observateur, ou juste un observateur qui regarde l'objet. Et le tout est en interaction avec un environnement, l'interaction avec l'environnement étant très complexe, parce que l'environnement est composé de myriades de molécules d'air, de photons, de rayonnement, lumière, ondes radio, etc. L'ensemble est décrit par une certaine matrice densité et on considère la matrice densité associée à l'objet, c'est-à-dire la matrice densité réduite, et on sait que si les liens avec l'environnement sont forts, alors cette matrice tend très rapidement vers une matrice diagonale dans une certaine base privilégiée où les différentes composantes se comportent comme un mélange statistique. C'est-à-dire qu'on n'observe plus d'interférence ou d'états superposés, mais en tout cas plus d'interférence entre les différentes composantes. Et donc, on se comporte comme un mélange d'ignorance plutôt que comme un phénomène d'états quantiques superposés. Mais l'ensemble reste toujours quelque chose de quantique. D'une part, la matrice ne tend jamais totalement vers ça. Elle peut tendre par exemple vers 1, 0,01, 0,001, puis un peu plus tard, elle va tendre vers 1, 0,000001, 0,0000001, 1, et ainsi de suite, mais elle ne devient jamais totalement diagonale. On appelle d'ailleurs ce phénomène les queues de décohérence. De plus, la matrice de densité correcte, c'est la matrice de densité complète, qui, elle, reste une matrice de densité quantique, avec des superpositions quantiques, etc. Donc même si on n'observe plus d'interférence entre les différentes composantes, ces différentes composantes continuent à être des états qui pourraient être dans un état de superposition quantique. La décohérence est très rapide dans le cas macroscopique. Ainsi, pour des poussières, on atteint des 10 exposant moins 36 secondes, c'est-à-dire quasiment instantané à notre échelle. À notre échelle classique, les objets sont toujours décohérés. La base privilégiée dépend du type des interactions. Ces interactions dépendent généralement de la distance, comme les interactions électromagnétiques et gravitationnelles qui dominent à notre échelle, et elles varient avec la distance, et donc cela conduit à des bases privilégiées qui sont les bases position, à l'échelle macroscopique. De plus, les états sont robustes, c'est-à-dire les états décohérés sont robustes, c'est-à-dire qu'ils sont très peu sensibles aux fluctuations de l'environnement. Ils évoluent lentement et en suivant les lois classiques que l'on a vues obtenues à partir de la mécanique quantique. Ces états robustes permettent, en combinaison avec ce qu'on a vu sous les limites entre le quantique et le microscopique et le macroscopique, la loi des grands nombres, le théorème optique, l'atténuation des fluctuations quantiques, cela permet des positions précises pour les objets, comme la chaise, et permet des notions de trajectoire, comme suivre un objet au cours du temps sans que brusquement il ne se retrouve ailleurs. Cela permet aussi des phénomènes tels que la mémoire par des enregistrements stables. Alors illustrons tout ce grand principe
c'est ces étapes dans les grandes lignes sur l'exemple de la chambre à brouillard. Donc on a une chambre remplie d'un gaz à saturation et on envoie une particule qui est en fait une onde plane vers la chambre d'ionisation. Si elle ionise un atome, alors ça va donner une trajectoire et étant donné qu'il s'agit d'une onde plane, tous les atomes à l'entrée de la chambre ont la possibilité d'être ionisés. Et donc, on obtient un certain nombre de trajectoires possibles qu'on peut considérer comme des états de base d'un espace de Hilbert décrivant les trajectoires ionisées. Et toutes les superpositions quantiques en cette trajectoire sont possibles. Mais cette chambre est composée de milliards d'atomes, elle est soumise à la décohérence, et très rapidement, ces trajectoires se comportent comme une base privilégiée, avec des trajectoires bien définies et sans interférence entre elles. Il reste qu'il y a toujours autant de trajectoires possibles, mais l'observateur lui-même va entrer en corrélation avec ces états, à travers l'environnement, puisque l'être humain est macroscopique, lui-même se décohère, entre en corrélation par multitude d'intrications quantiques avec l'environnement, et donc avec la chambre. Et donc, l'observateur lui-même se retrouve corrélé à toutes ces trajectoires. Et ça s'interprète donc par les états relatifs, à savoir que l'observateur n'a accès à la connaissance que d'une trajectoire, parce qu'il n'a pas accès à la connaissance de l'état complet. Et évidemment, s'il effectue ensuite une mesure, une observation directe pour voir la trajectoire, il constatera qu'il voit une trajectoire en vertu des états relatifs. Voilà donc le principe général de passage du quantique au classique. Ça donne l'impression qu'il n'y a plus de mystère. Donc c'est vrai que les principes de base sont là. Les bases sont là. Mais il y a quand même encore beaucoup de choses à comprendre et à apprendre, plus dans les détails. On l'a vu, entre la mécanique quantique, le classique et le mésoscopique, appliquer les lois quantiques à des objets plus gros est très difficile à cause du grand nombre de variables. D'un point de vue calculatoire ou numérique sur ordinateur, ce sont des monstruosités. Et donc, il y a encore beaucoup à décrypter dans les lois physiques entre le quantique et le classique. De plus, la décohérence est bien connue, bien étudiée, sur des cas idéalisés, mais sur des cas réalistes, les calculs sont très difficiles, et là aussi, il y a beaucoup de travaux toujours en cours. Surtout que la décohérence joue un rôle majeur dans ce qu'on appelle la seconde révolution quantique, avec notamment ce qui se profile à un horizon assez proche maintenant, le calcul quantique. Ensuite, il reste un point, en fait, à éclaircir. Donc voilà, nous avons notre lien entre le quantique et le classique, mais il nous reste un point à comprendre. Ce point, c'est la flèche du temps. Alors, qu'est-ce que c'est ? La flèche du temps signifie que le temps a un sens privilégié. Il s'écoule du passé vers le futur. Et le passé est différent du futur. Cela se traduit par des phénomènes irréversibles, c'est-à-dire des phénomènes qui se déroulent dans un certain sens dans le temps, du passé vers le futur, mais jamais dans l'autre sens. Alors donnons des exemples. La chaleur, par exemple, se déplace toujours spontanément du chaud vers le froid. Si on met un objet chaud en contact avec un objet froid, la chaleur va aller vers l'objet froid. Jamais l'inverse. Spontanément, pour faire l'inverse, il faut faire intervenir d'autres formes d'énergie, comme du travail, avec des systèmes tels que frigo, radiateur, moteur, etc. Et c'est d'ailleurs ce constat, que la chaleur va toujours du chaud vers le froid, qui a conduit à la thermodynamique, et qui a permis très tôt
de démontrer des lois telles que le rendement maximum théorique des machines thermiques, le rendement de Carnot. Un autre exemple, c'est une bille qui roule. Dans l'espace, pas de problème, les planètes peuvent tourner, on va dire presque indéfiniment. Mais si je prends une bille et que je la lance sur le sol, elle va rouler et elle va finir par s'arrêter. Ceci est dû au frottement, c'est-à-dire aux interactions avec les aspérités des surfaces, les molécules d'air, etc. Et ce phénomène est irréversible, parce qu'on ne voit jamais, tout comme la chaleur ne va jamais spontanément du froid vers le chaud, on ne voit jamais une bille sous l'influence des frottements se remettre spontanément en marche. À nouveau, il faut intervenir pour ça. Par exemple, si elle est sur une planche, il faut pencher la planche pour faire agir la gravité. Ou appliquer une force en tapant sur la balle, sur la bille. Un autre exemple, c'est un verre qui se brise. Donc un verre à boire en verre, on le laisse tomber, il casse et il éclate en des centaines de morceaux. Ce phénomène est typiquement irréversible. Parce que jamais, au grand jamais, on ne verra tous ces petits morceaux tout d'un coup spontanément se regrouper et reformer un verre intact. Ça paraît même ridicule. C'est vraiment emblématique des phénomènes irréversibles. Ça entre d'ailleurs des effets comiques. Quand on passe un film à l'envers, on voit des phénomènes irréversibles se dérouler dans le mauvais sens, comme le verre qui se reconstitue. On voit des gens marcher à l'envers, on voit des plongeurs dans l'eau surgir de l'eau, pied vers le haut, et remonter sur la planche. Donc on voit toutes sortes de phénomènes qui sont assez drôles à voir, drôles parce qu'on n'a pas l'habitude de les voir. Les phénomènes ne se déroulant jamais dans ce sens-là. Un autre effet irréversible, c'est la mémoire. On a la mémoire du passé, mais pas la mémoire du futur. Et c'est vrai aussi pas seulement de notre mémoire dans le cerveau, c'est vrai aussi de tout ce qui est stockage. Stockage d'informations sur du papier, sur des supports informatiques, disques durs, CD, DVD. Les informations qui sont stockées sont des informations qui viennent du passé et pas des informations qui viennent du futur. Il y a donc clairement là aussi un phénomène d'irréversibilité ou d'asymétrie dans l'écoulement du temps et des phénomènes. Un autre exemple, c'est aussi le vieillissement des corps dans les univers. La Terre s'est formée il y a 4,5 milliards d'années et depuis, elle vieillit. Elle se refroidit progressivement. Son noyau liquide, qui est composé essentiellement de fer et de nickel, a une graine solide qui grossit au fur et à mesure, en se cristallisant au fur et à mesure que la Terre se refroidit. Et le Soleil lui-même finira par vieillir, par devenir une géante rouge, etc. Il vieillit aussi, tous les corps, tout vieillit, tout va dans un sens inéluctable. En fait, c'est justement tous ces phénomènes irréversibles qui définissent la flèche du temps. On dit c'est le passé vers le futur parce que les phénomènes irréversibles vont dans ce sens-là. Ce n'est pas l'inverse, ce n'est pas la flèche du temps qui guide les phénomènes. Les phénomènes se déroulent, ils sont ce qu'ils sont, et c'est grâce à eux, grâce à notre mémoire, grâce au frottement, grâce au verre qui se brise, qu'on dit la flèche du temps est dans ce sens-là. Et c'est ce qui nous permet de distinguer le passé du futur. La question est, pourquoi existe-t-il des phénomènes irréversibles ? Pourquoi certains phénomènes ne peuvent se dérouler que dans un seul sens du temps ? La question est loin d'être aussi simple qu'il y paraît. Et ça, c'est ce que nous entamerons dans la prochaine vidéo. Je pense que ça sera la dernière d'ailleurs. On parlera de l'irréversibilité de la mesure, des lois physiques fondamentales, de la thermodynamique, de l'aspect irréversible ou réversible en mécanique quantique, et nous parlerons même de l'univers dans sa globalité. Je vous remercie.